Je vous propose donc de vous poser la même question et vous contribuer à ce premier thème sur le fonctionnement de cours d'eau et l'impact des aménagements limineurs. Vous avez été destinataire par les services de ce programme, dont la question est simple. Y a-t-il un consensus dans la communauté scientifique sur l'impact des ouvrages sur les milieux aquatiques et la biodiversité associée? Bernard Chevassus-Louis. Même question avec les contributions apportées à l'instant, ces mots-clés, diagnostic, concertation, regard croisé. Je voudrais dire deux choses en préambule. Tout d'abord, on m'a demandé d'être ici en tant que scientifique ayant travaillé sur la biologie des poissons. Et donc je joue ce rôle, mais pour être transparent, je préside aussi une association de protection de la nature qui s'appelle Humanité et Biodiversité. Mais là, je vais essayer de jouer mon rôle de scientifique. Deuxième point, c'est que je regrette d'emblée que Christian Lévesque ait déjà utilisé des adjectifs qualificatifs pour disqualifier les gens qui ne pensent pas comme lui. Que chacun mette des faits scientifiques sur la table, oui. Mais je trouve effectivement que la réponse, la question est-elle biaisée? En tout cas, je regrette effectivement que la première réponse apportée était quelque peu biaisée. Alors, deux choses seulement pour ne pas être trop long. Tout d'abord, je pense qu'il ne faut pas s'enfermer dans ce débat sur la hiérarchie des facteurs. Autrement dit, effectivement, des habitats restaurés avec des milieux pollués, ça ne marche pas. Mais inversement, une qualité de l'eau restaurée avec des habitats qui sont plus présents, ça ne marchera pas non plus. Je prends un exemple qui a beaucoup été débattu ces derniers temps sur la diminution des populations d'oiseaux. Mais effectivement, on sait très bien qu'une partie de cette diminution est sans doute liée à des effets directs ou indirects des pesticides. Mais on sait très bien que dans les zones de grande plaine où les habitats pour les oiseaux nicheurs ont pratiquement disparu du fait de la disparition des haies, des bosquets, des arbres d'alignement, même si on diminuait considérablement les apports de phytosanitaires, les oiseaux ne reviendraient pas. Or, dans les deux cas, c'est une longue marche. Ça sera aussi long d'avoir, si on est réaliste quand même, sur les difficultés de tous ordres, ça sera aussi long de diminuer la charge polluante, et ça a été dit dans le cas des agences de l'eau, passer de 3 à 30 espèces de poissons, c'est 40 ans d'efforts. Bon. Mais ça sera tout aussi long de persuader les gens qui utilisent le milieu naturel de remettre en place effectivement des habitats favorables, des infrastructures écologiques, etc. Donc je trouve que ça serait dommage pour des gens qui globalement veulent restaurer ces cours d'eau de s'empailler sur c'est-il la faute de la pollution versus c'est-il la faute de la dégradation des habitats. Il y a deux combats à mener en même temps, et à chaque fois qu'on peut faire avancer l'un, faisons-le, et puis si on fait avancer l'autre en même temps, tant mieux. Alors venons-en maintenant aux continuités. Vous l'avez vu, effectivement, je pense qu'on peut dire qu'il y a un consensus sur la question des connectivités latérales. C'est-à-dire que le fait de permettre effectivement à des rivières d'avoir des zones humides connectées, des plaines d'inondation permettant effectivement à un certain nombre d'espèces qui en dépendent pour boucler leur cycle, à chaque fois qu'on peut le faire, et ça a été dit, il y a des endroits où c'est irréaliste de le faire, dès lors que, par exemple, sur Paris, on ne voit pas difficilement permettre à la Seine de reconquérir son limageur. Mais je pense que cette idée qu'à chaque fois qu'on peut préserver ou restaurer cette capacité des fleuves à s'élargir temporairement et à créer effectivement des milieux temporaires favorables, essayons de le faire. Essayons de le faire, et ce n'est pas forcément très coûteux. Mais ça, j'ai l'impression qu'il y a un consensus. Alors maintenant, il y a la question de la continuité. Je ne parlerai pas de la continuité verticale qui a été évoquée, mais de la continuité longitudinale. Là aussi, il me semble qu'on restreint trop le problème en parlant des migrateurs. Autrement dit, le fait qu'effectivement, il y a besoin d'une grande continuité, c'est-à-dire de la capacité de remonter depuis les zones marines jusqu'à des zones de reproduction qui sont souvent situées dans les chevelus amont de la rivière, ça concerne effectivement un petit nombre d'espèces. Bon. Mais ce que les biologistes peuvent dire, c'est que toute discontinuité, toute fragmentation d'une population
même sédentaires ou ayant de faibles déplacements, crée effectivement des phénomènes de coupure génétique entre ces individus et augmente la vulnérabilité de cette population à tous les autres facteurs. Autrement dit, vous le savez très bien que quand vous avez un grand massif forestier avec une population de cervidés, eh bien, il suffit de perdre 2% du massif forestier en le traversant longitudinalement par un obstacle infranchissable. Vous créez 2 sous-populations de taille plus faible. Et ça, effectivement, tous les modèles de viabilité des populations relient la démographie à la diversité génétique et au risque d'extinction. Donc il me semble effectivement que cette continuité, et là aussi il faut ne pas opposer les sédentaires et les migrateurs. Prenons effectivement des bassins versants sur lesquels il y a des truites sédentaires. Eh bien, les truites sédentaires ont également besoin de naviguer à petite échelle dans les milieux pour pouvoir éventuellement, pour leur reproduction, aller plutôt dans des zones de plus faible débit, de faible épaisseur d'eau, où les alevins pourront effectivement se développer pour ensuite descendre dans les rivières et remplir le cours principal. Donc ça veut dire qu'effectivement, il ne faut pas se focaliser sur la grande continuité. Même les petites continuités sont utiles au fonctionnement des populations. Et encore une fois, et je m'arrête là puisque la question c'est quels sont les éléments de consensus, je pense que le fait de dire quand on a affaire à une population de poissons, qu'elle soit noble ou pas noble, alors évidemment, ceux qui n'ont pas de problème de fractionnement, le fractionnement des rivières, ça ne va pas gêner les oiseaux. Bon, donc prendre d'autres exemples sur les libellules ou les oiseaux, ben oui, parce qu'elles ne sont pas sensibles au fractionnement. Mais les espèces, effectivement, qui vont être sensibles et affectées par le fractionnement, on augmente la vulnérabilité des populations et on diminue leur capacité d'adaptation, on en reparlera pour les changements climatiques, à des évolutions futures du milieu. Merci.